Hey, bonjour tout le monde, bienvenue aux machines. Vous savez, c'est le podcast de l'équipe Tardif. On parle de plusieurs choses dans notre podcast. On parle de motivation, on parle de gens inspirants, on parle un peu aussi des acteurs de nos différents quartiers où on travaille. Puis Patrick, ça a été ça me faisait un bout de temps que ça me trottait dans la tête de t'inviter parce que on a eu la chance de faire des transactions ensemble immobilières. Tu es un gars qui a un parcours particulier parce qu'on parle souvent de vivre de l'immobilier, puis c'est assez rare que les gens vont finalement lâcher leur job, des bons jobs, pour en vivre. Puis ça a été un peu ça ton parcours. Puis moi, ça m'a inspiré parce que tu sais, t'es tout le temps à ton affaire, super sharp, vous faites des gros travaux dans vos immeubles quand vous les prenez, ce qui fait en sorte qu'ils deviennent rentables, qui fait en sorte que tu peux maintenant vivre de ça en partenariat avec d'autres personnes. Fait que les gens, Patrick, pour qui te connaissent pas, parle un petit peu de ton parcours. Formation HEC, comptable, atypique. J'ai travaillé à peu près 13-14 ans dans les institutions financières ou commerciales. Puis, à l'âge de 25 ans, un peu comme toi, on a commencé à acheter un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles. Aujourd'hui, on est rendu avec 17. Puis, je pense qu'il y a 3-4 ans, j'ai quitté le monde vraiment bancaire pour faire que ça. Puis, on est principalement dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve. Et puis, nous, un peu le modèle d'affaires, c'est certaines transactions d'ailleurs qu'on a fait avec toi, on achète des immeubles qu'on pense sous-évalués, qui n'a pas eu beaucoup de réno et on strip, on refait de A à Z, structure, plomberie, électricité, les divisions. Puis, on essaie effectivement de maximiser le plus la valeur de cet immeuble-là. Souvent, les achats qu'on a fait ensemble, c'était des immeubles les logements étaient quand même bien. C'était pas... la plupart, là, on ne parle pas de la rue... Elwyn, que c'était plus difficile, là, ouais. Mais les autres, c'était somme toute assez bien. Oui. Ce qui m'étonne, c'est que vous décidez quand même souvent de refaire beaucoup de logements de A à Z. Ouais. C'est quoi la réflexion en arrière de ça? Pourquoi vous faites ça? Premièrement, comme je le mentionnais, il y a beaucoup dans les immeubles qu'on achète des gens qui ont des locataires de certaines dates, tu sais, que ça fait longtemps qu'ils sont là. Les cuisines sont à rafraîchir. Nous, on les change. Les salles de bain, on refait complètement ça. Et dans beaucoup de cas, on subdivise l'appartement pour rajouter une chambre, ce qui crée un loyer additionnel. Donc, il y a des 5,5 qui étaient moins divisés. On essaie de fermer des pièces pour créer, je dirais, une chambre de plus. On met beaucoup de planchers de bois franc. Parce que ceux qu'on a vus ensemble, c'était des vieux planchers. Il y en a qui c'était du plancher flottant, de la parqueterie. Donc, nous, vraiment, notre niche, ce qu'on essaie de faire, c'est de compétitionner un peu le condo, se mettre peut-être une coche en bas et vraiment compétitionner le condo pour faire en sorte qu'on a, je pense, le meilleur locataire possible au maximum de revenus. Exemple, nos cuisines, il y a des comptoirs de quartz. Donc, on essaie de mettre le plus de luxe possible pour vraiment maximiser la valeur de location par unité. Est-ce que faire ça, est-ce que c'est réellement tout le temps probant pour vous autres de faire ça comme ça? Dans le fond, d'offrir un certain niveau de luxe aux locataires. Est-ce que ça facilite? Est-ce que ça accélère vos locations? Comment ça se passe? Je te dirais, dans le marché qu'on vit là, puis bon, évidemment, tu es au courant, l'offre de logement est très bas. Notamment, moi, je le remarque là, ici, dans le quartier, au niveau des 3,5, j'ai vu énormément d'augmentation de prix. Et je pense que les gens veulent rester à Montréal, de plus en plus veulent louer à Hochelaga-Maisonneuve, mais un produit de qualité. Donc, ils veulent pas nécessairement payer pour un 3,5, 1300, 1400 dans le plateau ou à Griffintown, mais si tu peux leur offrir un produit à 950 à 1000 $ avec un luxe similaire, moi, je te dirais que oui, la première des choses, ça l'accélère la location. Puis je dirais la deuxième des choses, la qualité du locataire, je pense, est améliorée. Et dans tous nos immeubles, moi, je te dirais à 100%, on n'a aucun problème de paiement. Donc, je pense que quand on offre un luxe, de la qualité, on a la qualité des locataires qui viennent avec. Good. Vous êtes 3 gars généralement ensemble dans tous vos immeubles. Oui, exact. Simon et Bruno. Ouais. Eux ont toujours leur job. Eux travaillent effectivement, respectivement dans leur travail. Donc, c'est vraiment moi, au day-to-day, qui a l'équipe et qui gère et qui rénove, qui strip effectivement les appartements. Ouais. Et est-ce que tu fais la gestion également? Oui, tout à fait. Parfait. Fait que tu fais tout. De A à Z, je dirais oui. Fait que t'es dans le fond, t'es comme le gestionnaire de la gang. Tout à fait. Comment on arrive à trouver une entente favorable pour tout le monde dans ce genre d'affaires-là? Parce qu'évidemment, toi, tu dois te tirer un salaire des
compagnie? C'est-tu incorporé vos immeubles ou en vos noms personnels? Il y en a qui sont incorporés, d'autres qui sont à nos noms personnels, ouais. Comment on trouve avoir une entente gagnante avec des associés comme ça quand il y en a un qui met plus la main à la pâte? Comment vous gérez ça? C'est une très bonne question. Ça s'est fait au fur et à mesure parce que effectivement, moi j'en avais seul, mais quand tu veux grossir, je pense que tu as vécu ça, tu as besoin de partners. Et c'est au fur et à mesure de regarder le marché, de voir combien ça rapporte, puis de trouver une entente, un salaire décent pour, d'une part, la gérance, mais aussi pour tout ce qui est travaux. Parce que comme tu sais, puis comme tu le fais mention aussi, c'est des rénovations qui sont majeures. Donc, on garde la carcasse, puis le reste, on transforme ça. Donc oui, c'est des discussions sur un pourcentage quand il s'agit de la gestion de l'immeuble, puis un salaire fixe quand il s'agit de le reconstruire. OK. Ouais. Dans le fond, il y a jamais de... Est-ce que les ententes, j'imagine les ententes, il faut qu'elles soient claires entre les associés pour être sûr qu'il n'y a pas de chicane. Écoute, absolument. Patrick, je te paierai pas pour aller dîner au restaurant ce midi, des affaires comme ça. Exact. Puis vous autres, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien, comme tu dis, quand les choses sont claires, puis que tout le monde est gagnant-gagnant. Donc, c'est-à-dire que eux, de leur côté, ont leur travail. Moi, de mon côté, je fais le travail que je pense qui est bon, puis avec la rémunération qui est en conséquence. Je pense que c'est bien important, le travail d'équipe. Comme tu dis, il faut que ça soit clair, mais il faut que ça soit gagnant pour tout le monde. Mm-hmm. Donc, quand on trouve quelque chose de par écrit, c'est comme un contrat, quand tout est clair, qu'on s'attend à un résultat, un travail X, il n'y a pas de surprise. Mm-hmm. Fait que nous, c'est de la façon qu'on fonctionne, puis jusqu'à maintenant, ça va quand même... c'est bien. Je te pose la question, Patrick, c'est quoi le meilleur coût que vous avez fait en immobilier, le meilleur achat que vous avez fait? Est-ce que tu as une idée en tête? C'est une situation que tu as dit, ça, c'était vraiment un bon achat qu'on a fait? Le meilleur achat qu'on a fait, d'ailleurs, on l'a fait avec toi, les 2 immeubles sur la rue Bercy, qui est une transaction qui a très bien été. Hein, je pense que ça effectivement, c'était un immeuble où ce qu'on voyait que le potentiel, de par le propriétaire avant, n'avait pas été développé. Donc, des gros appartements bien placés. Il manquait un peu d'amour au niveau des cuisines, des salles de bain, les planchers. Il y a certains appartements qu'on a refait les divisions, comme je mentionnais, pour créer des chambres. Donc, je dirais que c'est ces 2 immeubles-là qui sont collés, qui est un siplex, un triplex. Je dirais que de loin, là, ça a été... c'est un projet qui a duré un peu moins d'1 an. Et puis oui, ça a été un de nos meilleurs projets, effectivement. Good. Une des fois où vous avez le plus appris lors d'une acquisition, en faisant soit des erreurs ou des choses auxquelles vous attendiez pas? Je suis en train d'apprendre présentement sur le projet qu'on a discuté sur Adam, qui est pas très loin de tes bureaux, qui est un projet de décontamination que j'avais jamais fait, c'est-à-dire qu'on avait remarqué qu'il y avait une tank de 1000 gallons d'huile qui était enfouie. Donc, vraiment, des travaux de pieutage, de fondation, de décontamination. Puis je viens de recevoir mes résultats, donc ça a très bien été. Mais de tout gérer ça en même temps, c'est le premier projet de décontamination que je fais. Puis je dirais que oui, présentement, c'est je pense le projet qui me vient en tête ou ce que personnellement là j'ai le plus appris là. Parle-moi donc pour les gens qui connaissent pas le processus de décontaminer un immeuble. Oui. Parle-moi de comment ça fonctionne, le processus de ça. Premièrement, nous, dans notre... question, là, avant d'aller plus loin, là, évidemment, il faut le financer, cet immeuble-là, au départ, avec des tests. Right? Bon, on part au début. Comme tu sais, peut-être les gens le savent pas, quand c'est contaminé, les institutions financières ne financent pas ça. Donc, nous, de la façon qu'on a marché, on avait des prêteurs privés qui nous ont prêté le prix d'achat. Et on s'est négocié avec le vendeur... la prime pour décontaminer. On a pris le risque, donc lui, il nous a versé un montant X qu'on a déterminé, puis on a pris le risque nous-mêmes de décontaminer. Ça a été un risque qui est important parce que, comme tu sais, une tank sous terre, malgré les tests de phase 1 et 2 qui sont des carottes, qui prennent à différents endroits, on ne sait pas le cheminement exact ni la profondeur exacte toujours de la contamination. Donc, c'est un risque qui était important, d'autant plus qu'on s'est fait financer par des prêteurs privés. Donc, ça, c'est étape 1, le financement. Étape 2, c'est de voir la propagation de l'huile. Dans notre cas, ça a été jusqu'à 2 mètres sous terre. Étape 3, c'est de trouver la firme environnementale, de trouver la compagnie qui fait notre excavation, de retirer effectivement la tank,
de la vider, de pieuter l'immeuble, parce que, comme je le mentionnais, il faut qu'on ait 2 mètres sous terre. Et donc, il y a à peu près 5-6 sous-contractants qu'il faut gérer. Le remblai, puis tout ça. Puis, fait que oui, il y a plusieurs étapes quand on a un immeuble qui est décontaminé. Je te dirais, très honnêtement, ça a bien été, mais je pense que c'était la dernière fois qu'on faisait ce type de projet-là. Écoute, moi, je lève mon chapeau parce que First, c'est une des plus belles maisons, je pense, du quartier. C'est magnifique, cette maison-là. C'est vrai. Je pense que c'est un peu ça qui fait aussi pencher la balance dans l'acquisition de cette maison-là. Effectivement. Par contre, je vois les travaux, je te vois sur les réseaux sociaux, puis je passe souvent devant, puis je vois la pépine encore ce matin. Exact. C'est du stock faire ça. Ouais. Je dirais plus le risque, parce que le risque, c'est quand tu sais pas le niveau de propagation, donc c'est difficile avec précision d'analyser les coûts. Nous, on était chanceux parce que la tank s'est pas vidée dans les faits, mais peut-être qu'on aurait eu un type de sol particulier, de galets ou de sable, que la contamination aurait pu être le double et le triple. D'où la raison que je dis, je pense pas réembarquer dans un projet avec ce risque-là. OK. Puis, juste pour les gens qui connaissent pas ça également, si la contamination, eux autres vont faire des carottes, le phaseux vont faire des carottes jusqu'aux limites du terrain, généralement. Exact. Après ça, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur des limites du terrain? Ben, nous, on était chanceux, ça s'est pas propagé chez le voisinage. Ouais. Mais si ça se propage, ben, c'est ça. Il y a un risque par rapport à ça. Enfin, la décontamination, la problématique, c'est qu'on sait pas toujours de où ça vient. Parce que ça peut être de n'importe quelle source aussi. Ben, ça peut être le voisin, parce qu'ils ont tous été construits, comme tu sais, dans la même période. Il y avait tous des tanks. Fait que, tu sais, nous, on a décontaminé, par chance, notre propriété. Ça ne touchait pas la mitoyenneté des murs, donc on est extrêmement chanceux. Mais dans des cas où ce que ça va beaucoup plus loin, le risque est là. Ouais. 17 immeubles plus tard, parce que c'est ce que vous avez. Oui. Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu te vois là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez faire comme acquisition encore? Ben, nous, on veut pas s'arrêter. Puis on se parle souvent d'ailleurs. Le marché, puis ça, on en convient, était extrêmement cher par rapport à quand j'ai commencé. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, si je peux me permettre, là, puis je veux pas faire la morale, mais je pense que c'est de bien faire ses calculs. Les bons ratios, prendre le bon immeuble, puis avoir surtout la vision de bien le transformer. Je pense que c'est notre secret depuis 2 ans. Les valeurs montent. Puis je pense qu'il y a un plafond au niveau des loyers. Là. Ça a beau être bien rénové, je pense qu'il y a une limite au niveau de la capacité de louer. Donc moi, je dirais que c'est vraiment de prendre le bon immeuble, de faire nos calculs, des rénovations de qualité, un bon contrôle des coûts, puis d'être patient, comme je le mentionnais, de choisir puis d'acheter le bon immeuble. Le marché qui est difficile, il est beaucoup plus difficile que dans tes débuts. Hein? Ça, c'est vrai. Plus de ça, c'est compétition. vrai. Ouais. Comment tu vois ça, trouver des opportunités dans le marché actuel? C'est quoi ta perception par rapport à ça? Est-ce qu'on doit changer notre approche? Est-ce qu'on doit regarder autre chose? Comment tu vois ça? Moi, je pense que pour avoir le même dollar de profit, les projets se complexifient. Tu le mentionnais, là, les pépines, les transformations. Je pense que l'argent est de plus en plus dans la construction ou la rénovation majeure. Je me rappelle quand j'ai commencé il y a 15 ans, tu pouvais refaire des rénovations, somme toute, cosmétiques, puis, tu sais, trouver une valeur. Mais les prix ont tellement monté qu'à un moment donné, si tu fais pas des transformations majeures, je pense que le profit ou le gain sera pas là. Donc, avec la compétition, comme tu le mentionnais, avec l'augmentation du marché, moi, je pense qu'il faut avoir la bonne vision puis surtout savoir comment transformer l'immeuble pour qu'il devienne rentable et puis surtout avoir la bonne équipe. Je pense que le secret de n'importe quel, puis je pense pour ça que tu réussis, d'être bien entouré, d'avoir la bonne équipe, les gens compétents aux bons endroits. Puis je pense que le secret, c'est ça, c'est dans la transformation de l'immeuble parce que le marché est cher si tu fais pas de transformation ou de rénovation ou, tu sais, je pense que la rentabilité sera pas là. Le défi que la plupart de mes clients propriétaires ont, c'est de trouver de la bonne main-d'œuvre de nos jours. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est tout le temps la même équipe. À chaque fois que je vois, c'est à peu près les mêmes gars qui sont là. C'est vrai. Comment ça se passe? Moi, je pense que j'ai peut-être cette qualité-là de traiter
aux petits soins méga. Parce que oui... Ouais, c'est vrai, je vois toujours qu'une caisse de Pepsi. Ouais, ben, c'est ça. Mais, au moins, c'est pas de la bière. Mais non, moi, je pense, on rit, mais je pense que c'est... tu sais, la carotte puis le bâton, moi, j'y crois pas. Ça marche pas comme ça. Faut que moi, j'ai toujours eu de l'école de traiter les gens comme il faut. Pas donner des heures que les gars s'épuisent, parce que c'est des projets, tu l'as dit, sur 8 mois, 1 an. Donc, faut que les gars restent en forme. Donc, moi, je pense que oui, il y a le salaire qui rentre en ligne de compte. L'ambiance, de mettre, un peu comme on gère un immeuble, c'est de mettre les bonnes personnes ensemble. Puis je pense que c'est ça qui est la force d'une équipe, de traiter, de bien payer ces gens, de les garder motivés, puis de faire des beaux projets, puis ils font partie de l'équation, parce que bien souvent, j'ai de mes gars qui me suggèrent des choses, puis je pense que des rendre partie prenante des décisions, moi, je pense que ça les motive énormément. Good. Écoute, Patrick, c'est une vraie réussite que tu as en immobilier. T'as quel âge, là, Patrick? 40. 40. Ouais. Est-ce que tu dois faire ça encore? Juste ça? C'est ce que tu veux faire? Ben, écoute, ça va dépendre d'où le marché va, parce qu'on le sait que les prix montent, puis j'en vois de moins en moins, tu sais, les prix montent, puis justement, ils montent parce que les immeubles à vendre, il y en a de moins. Est-ce que ça va changer? Est-ce que l'économie va se mettre à chambouler dans les prochaines années? Je le sais pas. Mais tant qu'il y aura des opportunités, puis que ça rentre dans notre modèle, moi, je vois qu'on va continuellement en acheter. Mais il faut... Tu sais, puis on en parlait, il faut travailler comme 3 fois plus fort pour trouver les bons immeubles puis les rénover. J'ai une question tantôt, puis elle me revient là. Oui. Au niveau... C'est quoi ta philosophie au niveau de... Écoute, là, on parle il y a différentes écoles de pensée en investissement immobilier. On parle justement de l'effet levier, de refinancer, mais moi, je te dirais que, tu sais, je suis pas de l'école qui va refinancer indéfiniment mes immeubles. En fait, je refinance le moins souvent possible, parce que le but, c'est qu'ils se payent, right? Puis le cash flow. Cash flow, c'est intérêt. Si le taux d'intérêt augmente, ben là, tu veux pas être pogné non plus avec ça. Toi, c'est quoi ta philosophie par rapport à ça? J'ai la même philosophie. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'achète. On crée le maximum de valeur de qualité, là, des bons locataires, des belles rénaux, on leur finance une fois pour récupérer nos mises de fonds, puis si on peut faire le profit, et c'est tout. Je suis pas un partisan de dire à chaque 2, 3 ans, 5 ans, on refinance. Non, on le refinance pour refléter la valeur de nos travaux, c'est tout. Pour retrouver votre liquidité. Ah, c'est en plein ça. C'est ça. C'est ça. C'est ce que je vois aussi, mais il semble avoir un drôle de philosophie chez bien des gens, que genre, ils refinancent à tour de bras leurs immeubles pour faire des acquisitions. Ouais. Mais je me dis, Colin, ça va faire mal tantôt s'il y a quelque chose qui se passe. Ben, si les taux montent, ça va faire mal de un. Puis, étant un ancien gars de banque, je te dirais que les directeurs de compte, les institutions sont de plus en plus prudentes à refinancer rapidement. Parce que nous, c'est notre modèle d'affaires. Hein? Après 8 mois, l'immeuble, il est refinancé. Et nous, je pense qu'on est un des rares parce que notre institution financière reconnaît les travaux qu'on fait. Mais je pense qu'il y a des délinquants, là, puis tu peux le voir au niveau social, là, je vois une montée des locataires qui disent là la gentrification. Hein? On en entend parler beaucoup ici. Puis je crois qu'il y en a qui font pas du bon boulot, c'est-à-dire qui de façon malhonnête mettent des gens à la rue. Puis ça, c'est important d'en parler, qui font à peine de rénovation, qui cherchent à augmenter artificiellement la valeur de l'immeuble pour refinancer. Et ça, les banques le voient. Et de plus en plus, ceux qui veulent faire ça, moi j'appelle ça les tout croches, ça rapportera plus. Donc, d'où la raison, si je peux faire un parallèle avec ta première question, de dire, ben c'est important de bien rénover. Puis pourquoi tu fais ça? Ben oui, au-delà d'avoir une clientèle, au-delà d'avoir un revenu, je pense que de refinancer aussi des travaux, tu sais, tu démontres aux banquiers que tu as fait ton travail. Puis en même temps, quand tu dis aux locataires, ben j'ai des travaux majeurs à faire, puis c'est vrai. Puis je pense puis nous, on n'a jamais eu de problème à s'entendre avec les gens qui habitaient là, justement parce que, puis tu l'as vu, puis je m'en cache pas, c'est sur les plateformes, les gens voient ce qu'on fait, c'est de la rénovation majeure. Et ça, pour moi, c'est bien important de pas faire du cosmétique. Puis oui, tu as raison quand tu parles des taux.
on était chanceux, on touche du bois. Les taux sont quand même relativement bas, même si je pense à l'augmenter de 50 ou 75 points de base les derniers 12 à 16 mois. Ceux qui refinancent, qui ne créent pas de la vraie valeur, vont avoir effectivement. Moi, je pense que dans le futur, avec un resserrement de l'économie, il va peut-être avoir quelques problèmes. Moi, je suis pour continuer là-dessus, là, sur ce qu'on disait tantôt. Tu disais, il faut bien faire ses chiffres quand on achète un immeuble. Ouais. Puis, moi, ce que je dis souvent aux gens, tu sais, les gens souvent m'appellent, « Hey Maxime, je veux tel immeuble, voici les revenus, voici le prix de vente. » Je leur dis tout à fait très attention. C'est souvent, tu peux le regarder, mais c'est pas l'affaire principale. C'est de voir comment ça peut valoir à maturité cet immeuble-là. Moi, ce que je dis aux gens, qu'il soit un peu déficitaire, au moins payant là, c'est une affaire. Mais qu'est-ce que tu peux en faire? Ça, c'est la vraie idée en arrière de ça. C'est le potentiel. Exact. Moi, quand j'achète un immeuble, pas que je me fous des revenus présents, mais moi, ce que je regarde, c'est la valeur future que je pense avec les coûts. Comme je le disais, je suis comptable. Donc, je pense que oui, il y a l'immobilier, oui, il y a la bâtisse, mais en arrière de tout ça, le monde pense que c'est bien simple, tu repeins. Non, il y a le calcul qui est important parce qu'on le mentionnait, la main-d'œuvre, ça coûte de plus en plus cher et de plus en plus rare. Donc, les immeubles sont de plus en plus chers aussi. Fait que, tu sais, toute la mathématique devient, je pense, depuis 2 ans encore plus importante quand tu prends le risque d'acheter un immeuble que tu ne connais pas. Je pense que ce risque-là devient de plus en plus important et ces calculs-là t'amènent à voir le potentiel. Mm-hmm. Puis il y a bien des immeubles qu'on a tombé en amour avec, mais que le potentiel avec le coût de mes rénaux plus le prix vendu ne correspondait pas à ce qu'on voulait. Fait que moi, je pense, puis tu as tout à fait raison en disant que c'est beau les revenus, mais c'est vraiment, si on veut détenir un immeuble comme moi puis comme toi, des immeubles à long terme, je pense que c'est vraiment de voir le potentiel. Y a-t-il des deals que je t'ai présentés qu'on n'a pas fait finalement? Honnêtement, tu as une bonne moyenne au bâton. Non, mais j'y pense. Je pense qu'on a fait 4 ensemble en 4 ans, même pas 3. 4 deals qui ont bien été. Ils ont très bien été. Puis c'est souvent le choix des courtiers immobiliers vers qui ils vont se tourner quand ils ont une opportunité. C'est souvent du monde comme Patrick parce que ça simplifie les deals. Parce qu'on sait, on est tout le temps sur la même page. Ouais. Voici l'opportunité, Patrick. Voici le prix demandé. C'est une visite. Vous savez ce que vous en allez. Vous allez nous dire le prix par rapport à ça. Puis ça marche pas. Puis dans notre cas, ça a toujours fonctionné. Ben, je pense parce que tu sais ce qu'on regarde. Tu sais, je pense que tu ne nous référais pas des choses. Puis même moi, je t'appelais puis tu me disais non, ça, c'est pas pour... Tu sais, fait que je pense le rôle du courtier, puis d'où la raison qu'on transige ensemble, c'est que tu connais le besoin de nous, de ton client. Mm-hmm. Fait que oui, les immeubles qu'on a regardés ensemble, honnêtement, là, c'est... En bon québécois, là, il y avait pas de gossage. Là. Ouais. Il y avait pas de surprise de part et d'autre. On avait la vérité, on trouvait le financement. Moi, j'écoute les 4 immeubles qu'on a eu ensemble. Les transactions ont super bien été. Ouais. C'est des immeubles qu'on a transformés, qu'on adore. Ouais. C'est drôle parce que mon processus en tant que courtier, souvent, puis le monde ne sait pas comment ça se passe, mais souvent, je vais avoir une opportunité. Puis c'est un peu du reverse engineering. C'est pas Patrick Serge de quoi je vais y trouver quelque chose. J'ai une opportunité. À qui je propose ça? À qui ça convient le mieux, cette affaire-là? Puis ça peut être dans tout, hein. Ouais. J'ai déjà eu... C'est pour ça, souvent, dans mon bureau, j'ai des photos de mes clients acheteurs. Parce que souvent, quand je rentre dans le bureau, je dis OK, j'ai telle affaire pour tel client aujourd'hui. Puis ça a vraiment augmenté mon taux de succès au niveau des opportunités. Parce que des fois, je dis au monde, appelle-moi souvent. Puis je dis, appelle-moi souvent parce que j'ai tellement d'opportunités et d'affaires dans la tête qu'il faut que tu m'appelles au bon moment. Puis je pense que quand tu m'as appelé la dernière fois, c'était ça. Pour de la salle. Les 2 dernières fois. Tu m'as dit... Sur Bercy et écoute, c'était... le timing était bon. Ouais. Parce qu'on se croise souvent dans le quartier. Puis bon, on est très occupés, on a moins de temps de se parler. Puis moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, trouvez-vous quelqu'un que vous entendez bien, comme nous, quelqu'un dynamique, puis quelqu'un qui veut faire de la business. Puis il faut se coller, je pense, à ces... Tu sais, moi, j'ai pas de contact avec 10 agents, là. J'ai pas le temps. Ben, je pense que puis même quand on s'est rencontrés au départ, je m'en souviens, on s'est rencontrés au départ, tu as dit, nous autres, on travaille pas avec des courtiers, on cherche nos opportunités. C'était en plein ça. C'était ça la discussion. Puis je pense, ça, il faut que je raconte ça. Vas-y. Premier deal que je vous présente, c'est un pocket listing. Oui. Puis je dis, écoute, on va signer un contrat ensemble, Patrick. Mm-hmm. Voici le deal. Mm-hmm. Tu m'as dit, Asti, c'est mon voisin. Oui, c'est vrai. C'est l'immeuble voisin duquel tu étais déjà propriétaire. Exact. Je le sais.
Je le sais. Fait que finalement, on a présenté l'offre d'achat, puis on a closé ce deal-là. Oui. C'est comme ça que ça a commencé. Hein. C'était le premier. Hein? Ben, je pense que tu connaissais le vendeur, mais il était pas prêt à vendre ou il voulait regarder. Puis, Écoute, je le connaissais. La vraie histoire, c'est quoi? Je le connaissais. On était souvent en contact. Puis quand j'ai présenté l'offre d'achat, c'est Nathalie, sa nièce, qui m'a appelé. Elle dit « Hey, je suis agent d'immeuble, Maxime. T'as fait une belle job. T'as amené neuf à mon oncle. Parfois, on va closer ça ensemble. » C'est même, c'est passé. Fait que Nathalie est rentrée dans le décor après ça. Exact. Fait que c'est même, c'est un simplex qu'on a encore d'ailleurs, qui sont les deux beaux immeubles sur Elwyn. Puis après ça, chaque année, on en achetait ensemble. Fait que, ouais, effectivement. Patrick, souvent j'aime ça parler aux gens de leur philosophie de vie un peu, parce que tu sais, réussir en affaires dans ce qu'on fait, tu peux pas être tout croche dans la vie tout le temps. Il faut que tu aies une certaine discipline. Ça va de pair. C'est quoi ta discipline de vie? Comment t'adoptes les bonnes habitudes? Qu'est-ce que tu fais? Ben, écoute, par où je commence? J'ai une vie plate. J'ai pas une vie, je pense surtout, moi, je suis pas dans la vente, là. Fait que j'ai une vie pas de moine, là, mais je me couche tôt. 9h30, 10h, gros max, je me lève à 6h. Puis, c'est du travail, comme tu fais, je pense que c'est 7 jours sur 7. Hein. Si t'es un entrepreneur puis tu veux faire du 8 à 4 ou du 9 à 5, je pense que t'es pas dans le bon créneau. Là. Parce que, puis tu le sais, pour avoir plusieurs immeubles, quand il y a de quoi qui brise, un locataire, des visites, ça se fait le soir, ça se fait les week-ends. Je me rappelle, j'ai un entrée d'eau qui avait brisé le 1er janvier, il y a 3 ans. Ouais. Regarde, tu choisis pas quand ça arrive. Donc, moi, je te dirais, ça prend un style de vie sain. Ça prend quelqu'un qui est... Moi, je suis un gars très standardisé. Depuis 15 ans, j'ai la même méthode de fonction. J'ai les mêmes calculs. Quand je fais mes renouvellements, tout est structuré. Dans ce milieu-là, si tu manques de structure, si tu contrôles pas bien tes choses... je cherche le mot, mais ça peut déraper puis solide, là. Tu sais, si tu rentres un mauvais locataire, si tu embauches la mauvaise personne puis les rénaux sont tout croche. Fait que moi, je dirais que mon style de vie, pour revenir à ta question directement, du sport. Je cours, peut-être pas autant que toi, mais entraînement, sport, une alimentation saine, puis je te dirais les amis, les parents. Donc, je pense pour faire ça, parce que c'est beaucoup de compromis, c'est beaucoup de bagarres, pas toujours avec les locataires, mais avec les sous-contractants. C'est un milieu la construction, un milieu qui est difficile. Fait qu'il faut que tu aies une vie stable, heureuse, pour pouvoir, année après année, faire ce type de projet-là. Une autre question qui me vient en tête. Oui. Est-ce que tu vois... Tu n'as pas ta licence d'entrepreneur général, toi, hein? Oui, je viens de les obtenir. Parfait, c'est ma question. Est-ce que tu vois, parce que là, je te vois tout le temps dedans, c'est quoi l'avantage pour toi d'aller chercher cette licence-là? Ben, tu n'as plus le choix. Je pense qu'aujourd'hui, d'autant plus que nos projets grossissent, il y a de la réglementation, RBQ, la CCQ, il faut que tu aies les permis pour la ville. Parce qu'à Montréal, on s'en cache pas, là, tout est collé. Donc, il débarque, c'est pas long. Il débarque, c'est pas long. Puis moi, je le dis, à chaque projet, la ville est venue. Tu sais, on s'en cachera pas, on va se dire la vérité, tu fais du bruit, tu bouscules, les voisins sont pas contents. Moi, chaque projet, la ville débarque. Puis si t'as pas tes permis, j'en ai eu un, là, que mon permis était en attente, qui ont été corrects, mais si t'as pas tes permis, le chantier, il est fermé. Si le chantier est fermé, tes gars travaillent pas. Tu perds tu vois t'as de l'équipement qui est loué, qui doit traîner. Écoute, moi, les gens, là, puis je dis pas de changer une porte, là, mais pour des travaux majeurs, c'est pas très onéreux aller chercher des permis à la ville. Allez donc les chercher. Si pour un 100 000 $, ça va peut-être te coûter 1 000 $, puis avoir la paix, puis être en règle. Paye-les le 1 000 $. Tu vas travailler sans ce stress-là. Puis, évidemment, tu parlais de la RBQ, de la CCQ. Depuis quelques années, ils renforcissent parce que le multiplex, c'est considéré, à tort ou à raison, je veux pas embarquer dans ce débat-là, mais c'est considéré comme du commercial. Mm-hmm. Tu sais, si tu rénoves chez vous, c'est une chose. Si tu rénoves chez des tiers ou loué à des tiers, c'est considéré comme du commercial. Ils débarquent eux autres aussi. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois en règle. Puis, tu sais, quand je te parlais de calcul, là, mais la rémunération, là, c'est
Le CCQ puis RBQ, ben, c'est onéreux aussi. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça rentre dans les calculs de dire, ben là, t'as la ville, t'as ces différents groupes-là qui sont là pour rester, puis il faut que tu cohabites avec. Donc, c'est important d'être en règle partout, je pense. Good. Ben, c'est mon optique aussi. Je te pose la question. J'ai ma licence. Absolument. Mais là, avec justement la dimension du parc immobilier, je la réactive parce que c'est rendu trop complexe cette gestion-là. Ouais. Fait que là-dessus, je suis d'accord avec toi. Patrick, je te remercie infiniment d'être venu. Hein. C'est super intéressant. Puis je t'invite parce que tu es un gars super sharp. Je suis toujours content de te voir. Jamais stressé de la vie. C'est comme les chantiers. Je vois tes chantiers. Moi, des fois, je capoterais. Là, toi, c'est comme tout est cool, tout va bien. Puis on continue à faire des deals ensemble parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est les relations que je veux. Il y a du monde avec qui tu vas faire un one-shot deal parce que tu dis, c'est ben trop compliqué. Ouais. C'est pas agréable comme transaction. Exact. Mais c'est ta force, je pense, tu l'as dit tantôt, d'être agréable avec tout le monde, tant les locataires, les ouvriers, les courtiers avec qui tu travailles. Fait que je te remercie pour ça. Merci à toi. C'est le fun de travailler avec vous autres. Puis je souhaite beaucoup d'acquisitions en 2020, beaucoup de succès. Excellent. On se le souhaite. Exact. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Hey, bonne année. Merci, toi aussi.